Senghor est un poète. Ça veut dire, et c'est un poète de langue française. C'est un des plus grands poètes de langue française de notre temps, de notre siècle. Eh bien, un poète, il est normal qu'un poète déclare sa flamme à la langue dans laquelle il écrit, puisque chaque mot qu'il écrit de toute façon, chaque vers qu'il produit, chaque poème qu'il chante est une déclaration d'amour. Toi-même, les poèmes et les romans que tu as écrits sont des déclarations d'amour de la langue anglaise. Et donc, je peux comprendre qu'on décide d'écrire dans ce que l'on considère comme étant sa langue maternelle. Parce qu'il est important, il est urgent, il est crucial que les langues africaines, par exemple, redeviennent des langues de science et des langues de création. Je peux le comprendre. Mais que l'on dise adieu à une langue, cela je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse s'amputer d'une langue que l'on habite, parce que s'amputer d'une langue serait être authentique, plus authentique. Ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens pour moi de dire que ce que j'écris ou ce que je le pense de manière plus authentique si je le pense en wolof que si je le pense en français. Et donc, si je vous disais, là, en français, en mettant les subjonctifs imparfaits là où il faut, que le français n'est pas ma langue, je serais pas simplement absurde, je serais ridicule. Donc, autant de langues on parle, autant d'humains on vaut. Je viens de vous citer un hadith prophétique encore. Et donc, vivre dans les langues, entre les langues, de langue à langue, pour prendre le titre de mon livre, c'est cela la position que je défendais devant Ngugi, et il le comprenait très bien. Nous étions d'accord pour ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu le texte de Ngugi en anglais se souviennent que dans ses remerciements, il me remercie pour les traductions que j'ai effectuées pour lui. Évidemment, ces remerciements ont disparu dans la version française. Alors, pour bien comprendre ça, et là on est au cœur quand même de ce que vous dites sur la traduction comme langue des langues, et il faut comprendre que, et c'est en ça que c'est une philosophie de la traduction, ceci va avec justement cette question d'un rapport au monde, de ce que vous appelez, alors en citant Merleau-Ponty, un universel latéral ou pluriversel, disent d'autres, versus un universalisme de surplomb qui se décrète comme seul légitime, finalement. Tout ceci, et c'est là où quand même, ce qui dit évidemment que vous le comprenez, que vous voyez très bien de quoi il parle, c'est que vous, en fait, ce que vous nous dites, c'est que le principal, ou en tout cas un grand enseignement des décolonisations, c'est que le monde est de manière irréductible, pluriel. Oui. Mais à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien en commun? C'est ça. Ben voilà, alors justement, c'est parce que le monde est pluriel et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Il est normal que le monde soit pluriel. La décolonisation, les grands moments de décolonisation, ça a signifié aussi restituer au monde son pluralisme. Comprendre que l'humanité est ainsi faite, que nous vivons une condition qu'on peut appeler une condition post-Babel, qui est que nous avons des langues multiples. Nous sommes, de ce point de vue-là, appartenant à des cultures différentes et parlant des langues différentes, nous sommes des tribus et des nations différentes, comme disent les textes religieux. Nous avons fait de vous des nations et des tribus, dit le Coran. Mais nous avons la responsabilité aussi de reconstituer notre humanité. Nous avons non seulement la responsabilité, mais nous avons la capacité de reconstituer notre humanité. Et c'est ça la signification profonde, philosophique profonde et humaine profonde de la traduction. Nous sommes, dit Paul Ricoeur, non seulement des animaux qui parlons, mais nous sommes des animaux qui traduisons.
Ça n'a l'air de rien de dire que nous sommes des animaux qui traduisons, mais ce que ça signifie profondément, c'est que nous ne sommes pas enfermés dans nos langues, nous ne sommes pas enfermés dans nos cultures, nous avons la capacité de traverser les frontières de nos langues, nous avons la capacité de nous décentrer, nous avons la capacité, dit Ricoeur, d'apprendre d'autres langues que les langues dans lesquelles nous sommes nés. Et ceci définit notre humanité, la capacité de parler d'autres langues que celles dans lesquelles nous sommes nés. Et la capacité de nous décentrer. La capacité donc de répondre à la malédiction de Babel et à la confusion des langues à laquelle nous sommes condamnés par la traduction. Et c'est là que mon cher Ngugi a 1001 fois raison d'écrire non plus maintenant dans Decolonizing the Mind, mais dans Something Torn, son livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps, où il dit la langue des langues, c'est la traduction. C'est-à-dire que dans le multiple de nos langues, il y a une langue commune qui n'est aucune des langues et qui est toutes les langues, et cette langue commune, c'est la traduction. La traduction, c'est donc l'affirmation de l'humanité que nous avons en partage. C'est l'affirmation que nos cultures et nos langues ne sont pas incommensurables. Aujourd'hui, malheureusement, on insiste dans les identitarismes dont nous souffrons tant. Aujourd'hui, on affirme l'incommensurable. On a l'impression que les cultures sont incommensurables. Elles n'ont aucune commune mesure, que les langues sont incommensurables. Dès que quelque chose semble être un passage de frontière, on hurle à l'appropriation culturelle, comme si les langues étaient des insularités, les cultures étaient des insularités et que nous n'avions rien en commun. Eh bien, la traduction nous affirme que non. La traduction nous rappelle que nous ne vivons pas dans des univers incommensurables, mais nous avons quelque chose en commun. Jouer le commun, affirmer le commun contre l'incommensurable, c'est ce que nous permet la traduction. Et c'est là aussi, on en revient quand même à cette question du savoir et aussi à cette question de la langue comme pas seulement des unités de sens, mais une relation à ce que je pense, une relation au monde. Et c'est là aussi qu'on en revient à la philosophie et à ce dont vous nous parliez plus tôt. Et c'est en ça que c'est très en rapport avec cette question de universel versus universalisme. C'est que, y compris, on a parlé ici hier du logos, mais y compris, on ne philosophe pas qu'en grec. Et oui, mais voilà, parce que la différence entre l'universalisme et l'universel latéral dont parle Maurice Merleau-Ponty et qui est au cœur de mon travail aussi, l'universalisme vous dira, il y a des langues ou une langue universelle, c'est la mienne. Essayez de la parler. Ce que vous parlez, vos idiomes, vos dialectes, eh bien, ça n'a pas valeur de langue véritablement. Le logos, c'est ma langue. De ce point de vue-là, comme l'a écrit Achille Mbembe, le colonialisme est monolingue. Le colonialisme, ça consiste à affirmer qu'il y a une langue qui est véritablement une langue et que le reste, ma foi, c'est une espèce de magma innommable par lesquels on communique. C'est la grande division que les Grecs effectuaient entre la langue grecque et les barbares. Et cette division, on la reproduit systématiquement dès lors qu'on estime que parmi toutes les langues humaines, il y a certaines qui seraient universelles et d'autres qu'on caractérisait par ce qui leur manque. On dira que les langues africaines, c'est bien pour regarder ensemble le match de football peut-être, mais ça n'est pas bien pour faire de la philosophie. On dira d'abord, ils n'ont pas de mots abstraits. Ensuite, ils n'ont pas de temps futur. Et enfin, ils n'ont pas le verbe être. Or, on sait la bonne fortune du verbe être dans l'histoire de la philosophie, parce que si je dis ontologie, alors c'est magnifique, ontologie, on dit, oh là, qu'est-ce qu'il est savant. Eh bien, ontologie, c'est justement à propos du verbe être. On, c'est le participe présent de einai, être en grec. Donc le mot ontologie lui-même est construit d'une certaine manière sur le verbe être. Alors, qu'en est-il des langues où l'on
n'utilise pas le verbe être de la même manière qu'il fonctionne dans les langues indo-européennes. Un des aspects, des traits caractéristiques des langues indo-européennes, c'est précisément l'usage du verbe être. On trouve être le même dans ces différentes langues. Alors qu'en est-il de l'arabe? Qu'en est-il de l'hébreu? Qu'en est-il des langues africaines? Toutes les autres langues humaines. Il faut se convaincre d'une chose, et c'est ça qui signifie le pluriel du monde. Aucune langue ne manque de rien. Elles sont toutes équivalentes. Il n'y a pas de langue où il y a des mots abstraits, parce qu'il n'y a pas de mots abstraits. Il n'y a que des usages abstraits des mots. Le mot abstrait lui-même est un mot qui est tout à fait concret, parce que si on regarde son étymologie, alors là je vais encore cuistrer, parce que vous avez rappelé que je fais du latin, eh bien abstraere, tirer à partir de, il n'y a rien de plus concret comme geste. Mais le mot a pris ensuite une valeur abstraite. Mais toutes les langues fonctionnent de cette manière. Toutes les langues savent dire le futur. Et elles ne le diront peut-être pas de la même manière qu'on conjugue le futur dans des langues indo-européennes, mais elles savent dire le futur. Et ensuite, le verbe être qui caractérise les langues indo-européennes, ma foi, il trouve des équivalents. Bref, ça n'a pas de sens de dire que parmi la multitude des langues que nous parlons, elles sont toutes imparfaites en ceci que plusieurs, disait si joliment le poète Mallarmé. Eh bien, les langues toutes imparfaites, c'est ce que nous avons. Et donc, si on veut aller vers le logos avec L majuscule, il faut savoir que c'est la traduction, que toutes les langues peuvent dire la philosophie en particulier, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'elles ne le diront pas les choses de la même manière. Et c'est là que Barbara Cassin a été, cette philosophe d'une très grande importance, qui a attiré notre attention sur les intraduisibles et le dictionnaire des intraduisibles. Et c'est quand même le moment de signaler que vous travaillez avec elle et d'autres à un très grand projet qui est lancé depuis déjà plusieurs années, je crois, qui est un dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Toute une équipe de philosophes a travaillé avec Barbara autour du dictionnaire dit des intraduisibles, et aujourd'hui nous sommes aussi quelques-uns à travailler avec elle sur un champ particulier qui est le dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes, où nous nous intéressons aux mots des 3 monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et par exemple, on a travaillé beaucoup sur un certain nombre de noms de Dieu. J'essaye de le dire de cette manière-là, saccadée, pour qu'on n'ait pas l'impression que je me mets à jurer. Et nous avons travaillé sur le fait que les musulmans ont comme jour distinctif de la semaine vendredi, le judaïsme samedi, et puis le christianisme le jour du Seigneur dimanche. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc au début des années 2000, vous êtes parti enseigner à Chicago, puis à Columbia, temple du post-décolonial, des études décoloniales, c'est vous qui le dites. Pendant des années, on a entendu ici que les études décoloniales envahissent l'université, que le wokisme est une menace, que la cancel culture est partout, et puis, en fait, quand on disait ça vient des États-Unis, on voulait dire ça vient de Columbia, notamment, donc là où vous avez enseigné longtemps. Et puis là, dans la période récente, pour dire les choses, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, ces mêmes sujets dont on disait qu'ils déferlaient sur nous depuis les États-Unis sont bannis, ou quasi bannis. Et on va rester avec Barbara Cassin, justement, qui fera partie des invités de la table ronde de demain sur Prendre langue, traduire. Barbara Cassin qui a récemment publié un livre qui s'appelle La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. Et malheureusement, si je puis dire, j'aimerais bien qu'on aborde aussi cette question-là quand on parle de la langue et du langage. Je vais citer juste un petit extrait de ce livre de Barbara Cassin et vous pourrez y réagir. Elle écrit « En supprimant des mots,
ils pensent qu'ils vont supprimer les choses que ces mots nomment. Trump fait des listes de mots interdits. Poutine remplace guerre par opération militaire spéciale et ne prononce pas le nom de Navalny. Mais beaucoup plus largement, l'un comme l'autre invente une novlangue et change le sens des mots les plus usuels. Comme dans Orwell, guerre et paix, E-S-T, free speech est un bâillon, l'agresseur est agressé, un démocrate est un nazi. Comment vous, voilà, vous êtes émérite désormais à Columbia, là, depuis quelques mois, mais enfin, vous y avez été des années, vous y êtes encore, vous allez y rester très présent. Comment vous voyez-vous, et ça ne concerne pas que les États-Unis, évidemment, cette manipulation, appauvrissement, je ne sais pas comment dire ça, instrumentalisation du langage. C'est quelque chose d'effrayant, effectivement, et qui caractérise notre époque. Je me demande même si, avec le recul, nous arriverons véritablement à comprendre ce qui nous est arrivé dans cette période, où une expression aussi insensée que fait alternatif a maintenant une forme de réalité. C'est-à-dire que nous semblons aujourd'hui remettre en question un monde où on s'entendait pour penser que les faits sont les mêmes pour nous tous, que la réalité dont nous parlons est la même pour nous tous et que les lectures que nous faisons, les interprétations que nous donnons peuvent différer. Or, on est dans un monde où, en effet, comme l'indique Barbara, on pense pouvoir manipuler la réalité elle-même. Dire, écoutez, vous avez vos faits, j'ai les miens. C'est ce que signifie fait alternatif. Et d'ailleurs, le pire, alors, on pense que cette manipulation peut se faire simplement par les mots. En réalité, oui, que si on veut supprimer une réalité déplaisante, il n'y a qu'à supprimer les mots qui correspondent à cette réalité. On s'attaque maintenant, par exemple, au mot diversité. Pendant longtemps, les universités ont dit qu'il était important d'avoir de la diversité, que les étudiants dans une classe n'apprenaient pas seulement par le discours du professeur ou de la professeure qu'ils pouvaient entendre, mais qu'ils apprenaient aussi d'une certaine manière les uns des autres, que la classe doit être un endroit où on voit des différences, de la diversité, etc. Maintenant, le mot de diversité est presque traqué. Si vous écrivez le mot diversité dans Internet, on va peut-être, l'algorithme va faire en sorte qu'on va regarder ce que vous avez écrit. Alors, il ne faut pas parler de diversité, il ne faut pas parler de tas de choses, et avec la réalité correspondante, d'ailleurs, on va supprimer aussi des objets. C'est ainsi que du Smithsonian Museum, puisque cela relève de l'autorité fédérale, on a demandé que certains objets qui étaient là soient retirés parce que ces objets témoignaient de quelque chose, de choses liées à l'histoire africaine-américaine, afro-américaine aux États-Unis, et qu'il faut maintenant faire en sorte que les musées soient ce que mon ami et collègue Benoît Delétoile appelle des musées de soi. C'est-à-dire, il faut construire le récit que l'on veut de sa propre identité. Eh bien, on va construire ce récit de manière conforme à l'identité que l'on veut projeter. Et cette identité, on va la manipuler en manipulant le langage qui parle de cette identité. Et si on ajoute à cela maintenant que nous vivons dans un monde où dématérialiser est facile, ou puisque on parlait de traduction avec des 0 et des 1, si toute réalité maintenant se ramène à des 0 et des 1, eh bien, vous pouvez reproduire la réalité que vous voulez. Donc, les fake news, comme on les appelle, ont les moyens matériels, technologiques, de s'imposer à nous. C'est un monde, un univers terrifiant pour lequel vous avez raison de citer Orwell, et Barbara en parle fort justement. Et son livre est aussi un livre d'espoir, parce qu'elle dit que justement, la réponse à cette guerre des mots est dans les mots.
faire en sorte de parler, nous, le langage de la vérité, de parler le langage de la science, de tenir ferme l'universel. Voilà pourquoi il est important de tenir ferme l'universel. Je comprends très bien le discours qui dit l'universel, ma foi, est-ce qu'on va se mettre sous la domination de l'un, l'impérialisme de l'un, affirmons le pluriel en préférant pluriversalité, etc. Je comprends ce qu'on veut mettre derrière le mot de pluriversalité, mais si on signale que l'on abandonne l'universel, c'est une très mauvaise nouvelle. Ne pas abandonner l'universel, parce qu'abandonner un concept, c'est le pire signal que l'on puisse donner. C'est le moment de réaffirmer l'universel de la science contre un relativisme à tout craint qui fait que maintenant on se demande même si la vaccination provoque de l'autisme. Enfin, tous les complotismes sont devenus possibles parce qu'il y a cette guerre des mots que décrit si bien Barbara. Et cette conversation, on en a parlé aussi ici hier, cette conversation qui, sur plein de sujets finalement, mais tout ça va ensemble, devient aussi des fois quand même très difficile. Vous avez dans le passé, enfin il n'y a pas si longtemps, des fois pris le temps, le soin de faire des livres avec des gens avec lesquels vous n'étiez pas d'accord. Rémi Brague par exemple sur l'islam, Jean-Louis Amsel sur cette question de l'universel précisément. Pourquoi est-ce important? Pourquoi était-ce important pour vous, sans entrer dans le détail de ces livres, parce qu'on n'a plus le temps, mais de quand même prendre le temps de discuter les désaccords? Pourquoi il faut continuer à faire cet effort-là? Mais c'est essentiel. Prendre langue, je crois que c'est le titre de notre rencontre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez pouvoir ensemble instruire votre désaccord et le faire à coup d'arguments et de contre-arguments. C'est cela la démarche philosophique, c'est cela le dialogue. Mettre les différences et les différends même sur la table et échanger sur ces différences ou sur ces différends est important, c'est l'activité philosophique même. Et c'est justement dans ce cadre-là sortir des identitarismes. Éviter, par exemple, d'avoir des propos qui seraient simplement appeler l'autre de nom d'oiseau. À un moment donné, dans ma discussion, dans ma dispute, même on pourrait l'appeler, avec Rémi Brague, il a dit je sais bien que on m'a appelé islamophobe savant. Effectivement, Alain de Libera avait prononcé cette expression à son propos. Alain de Libera et Marwan Rached avaient propos. Je lui ai dit que mais moi je ne vous appellerai absolument pas comme ça parce que ça ne sert à rien de vous donner un nom d'oiseau. Nous nous tutoyons d'ailleurs, ça n'apparaît pas dans le et ça montre au fond cette espèce de politesse normale dans un dialogue où on sait au départ qu'on ne sera d'accord sur rien. C'était clair. Il était clair que je savais à quoi j'avais affaire, à quoi je m'exposais, ce qui serait le discours qui serait tenu sur l'islam, mais je savais également parfaitement ce que j'étais en mesure de répondre à tout propos qu'on opposerait à la religion dans laquelle je me reconnais et à la tradition intellectuelle et spirituelle qu'est l'islam pour moi et que ça n'était pas pour Rémi Brague. Donc une fois que les choses sont claires, effectivement, on entre dans le propos qui est le propos du dialogue, de l'échange, et ne pas mettre en avant simplement la performance de son identité. Monter sur ses grands chevaux en donnant des noms d'oiseaux à son interlocuteur, c'est simplement faire la performance de son identité. Et les identitarismes aujourd'hui sont en train de supprimer justement la possibilité de dialoguer, c'est-à-dire d'argumenter et de contre-argumenter. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus que des performances. Je monte sur l'estrade, je fais la performance de mon identité et je vous interdis d'ailleurs d'entrer dans mon propos si vous n'êtes pas un homme d'1,80 m noir. C'est absurde, mais c'est ainsi. L'idée qu'en effet, vous n'avez pas le droit de,
en tant que, nous sommes en train de mourir de cette expression en tant que. Je parle en tant que. Effectivement, à un moment donné, on disait de quel lieu parles-tu? C'était la grande question des années 68, etc. Certes, les propos sont situés. Les propos sont situés, c'est vrai. Ils sont aussi l'expression du lieu dont on parle, c'est vrai. Mais à force de parler systématiquement de la positionnalité, vous dites une chose et au lieu de vous répondre, je vous dis, vous avez dit ce que vous avez dit parce que vous êtes en tant que telle chose. Ça veut dire que je n'ai même plus à répondre aux propos que vous avez énoncés. Et nous tombons au niveau du degré zéro de toute argumentation qui est l'argumentation ad hominem. Toutes les argumentations deviennent des argumentations ad hominem, parce que si je dis une chose, c'est parce que je suis celui que je suis. Si vous me répondez ce que vous me répondez, vous ne m'avez pas répondu, en fait vous avez vous-même exprimé qui vous êtes, et puis voilà. Voilà pourquoi votre fille est muette. Et on va finir bientôt en rappelant finalement ce que je disais au début, c'est-à-dire, et ce qui est très important chez vous aussi, ce monde pluriel dans une humanité commune, ça va pas de soi. Et là, ça fait au moins une demi-heure qu'on parle qu'on montre tous les exemples qui signifient que ça ne va pas de soi du tout. Et que donc, c'est une tâche avec un accent circonflexe, c'est une œuvre à accomplir. Oui. Ça, c'est très important aussi quand même dans ce que vous écrivez, Souleymane Bachir-Diagne, cette idée que le monde n'est pas achevé et que donc tout ça n'est pas acquis, tout ça oui, encore une fois, ne va pas de soi, c'est à nous de faire cet effort quelque part. Oui. Il y a, et ça s'appelle la responsabilité. Être humain, c'est une responsabilité et c'est une tâche. Et c'est une chose que j'ai apprise en méditant le cas sud-africain, le cas Nelson Mandela et Desmond Tutu. Et cette méditation a été une méditation autour d'un mot dont ils ont fait un concept. J'insiste sur le fait que c'était d'abord un mot, tout simplement, un mot banal, qu'on retrouve dans toutes les langues bantoues, parce que ce mot est d'ailleurs quintessentiellement bantou dans sa constitution même, c'est le mot Ubuntu. Et Ubuntu est difficile à traduire, a écrit Desmond Tutu, parce qu'effectivement, il couvre un champ sémantique dont on voit bien quel il est. Il signifie humanité, il signifie compassion, il signifie solidarité. On voit bien ce qu'au fond, ce mot recouvre, le champ sémantique assez large qu'il recouvre. Le génie de Desmond Tutu et de Nelson Mandela, ça a été de le construire maintenant philosophiquement. Parce que la démarche philosophique, ça consiste à prendre les mots de la langue et à les construire philosophiquement, c'est-à-dire à les rendre opératoires pour formuler un certain nombre de questions qui se posent et pour essayer de les penser et de leur porter solution. Ils ont fait cela avec le mot Ubuntu, en insistant sur un aspect de la signification de ce mot qui est en effet que l'humain est une tâche à réaliser, c'est une responsabilité à laquelle il faut obéir et non pas un état. Et que la réalisation de mon humanité passe par la réalisation de l'humanité en général. Eh bien, ceci m'a semblé extrêmement important, parce qu'en effet, si on pense de cette manière-là, on voit bien la responsabilité qui est la nôtre et la tâche qui s'impose à nous. La tâche de faire en sorte que l'humanité soit l'horizon commun, notre horizon commun. Que nous comprenions que notre destination humaine, nous avons, nous, ensemble, à la réaliser. Eh bien, c'est, me semble-t-il, la direction dans laquelle il faut aller. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que cet humanisme du mot Ubuntu, qui était la machine de guerre la plus efficace contre l'apartheid. Parce que Ubuntu, c'est l'art de sortir des tribus pour aller vers l'humain, pour aller vers l'humanité. Et c'est ce qu'il fallait après l'apartheid. L'apartheid, la fin de l'apartheid aurait pu être un cycle de violence où les tribus anciennement opprimées se retournaient maintenant contre la tribu afrikaneur. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, on dit que les afrikaneurs aujourd'hui sont persécutés. Bon. La persécution a maintenant des allures très
intéressantes. Mais enfin, ça aurait pu être cela, un cycle de revanche, une violence interminable. Il fallait sortir de la logique des tribus, immédiatement. D'un bond, comme dirait Bergson. Bergson dit que dans l'humanité, on ne s'installe pas par extension à partir de son clan, de sa famille, de sa tribu, etc. pour aller jusqu'à l'humanité. Il faut s'installer dans l'humanité d'un bond, dit-il. Et c'est ce que fait Ubuntu. Ubuntu dit, soyons humanité ensemble, par les moyens d'humanité. Et c'est la même chose que dit Jean Jaurès. Jean Jaurès dit aussi que la vérité du socialisme, c'est de nous mener vers l'humanité, faire en sorte que toute nation puisse se considérer comme une parcelle de la même humanité. Et cette vision spiritualiste du socialisme, cette vision profondément humaine du socialisme, cette vision presque religieuse du socialisme, parce qu'il a des accents religieux quand il parle du socialisme, eh bien, si elle avait été la nôtre, le socialisme ne se serait jamais écroulé comme il s'est écroulé. Bonsoir, merci infiniment pour tout ce que vous venez de dire. On a parlé beaucoup, on vous a questionné sur les États-Unis, le racisme aux États-Unis, puis la situation actuelle et le fascisme actuel. Je voudrais, moi, vous entendre parler de la colonisation française, du fascisme à la française actuelle. Vous avez connu en naissant au Sénégal la position de coloniser. Et j'aimerais avoir votre avis sur tout ce parcours. C'est vrai qu'en tant que Sénégalais, j'étais colonisé. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. En tant que Saint-Louisien, je ne l'étais pas. La colonisation française avait ceci de particulier qu'elle a créé aussi dans certains endroits ce qu'on appelait des communes de plein exercice. Au Sénégal, les habitants, ceux qui étaient nés dans 4 villes du Sénégal, étaient des citoyens français. Et ces villes étaient Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée. Saint-Louis a été la première ville dans ce cas-là. Donc je suis né français. Je suis né citoyen français de parents eux-mêmes citoyens français. Donc tous mes ancêtres saint-louisiens étaient français et moi aussi. Ce qui fait d'ailleurs que si aujourd'hui je prenais la nationalité française, la démarche qui serait la mienne irait assez rapidement parce que je demanderais simplement à être réintégré dans ma nationalité d'origine puisque les papiers d'identité faisant foi que le 1er novembre 1955 vagissait à Saint-Louis un enfant du nom de Souleymane Bachir Diagne, eh bien ces papiers se trouvent à Nantes, à Rézé plus précisément. Mais pardonnez-moi cette parenthèse, parce qu'elle m'amuse, mais pour répondre à votre question, en effet, vous avez 1000 fois raison de rappeler que le colonialisme, en effet, est aussi fondé profondément sur le racisme et le mépris culturel. Vous ne pouvez penser que vous allez apporter la civilisation, l'universel à un peuple que si vous pensez que ce peuple est dépourvu de civilisation et d'universel. Nous sommes heureusement sortis de cette période. Il y a des traces de colonialité dans beaucoup de nos institutions, dans beaucoup de nos démarches, et il faut travailler à aller vers l'humanité en nous débarrassant précisément de ce mépris culturel. C'est Senghor qui disait qu'il y a une division à l'intérieur des nations, mais qu'il y a aussi une division entre les nations, entre le Nord et le Sud, et qu'avant d'être économique, si on y réfléchit, cette division, cette inégalité était d'abord fondée, disait-il, sur le mépris culturel. Eh bien, travailler à sortir du mépris culturel, c'est travailler aussi à mettre fin à ces ethno-nationalismes qui aujourd'hui nous divisent. Et donc, le combat contre les ethno-nationalismes, le combat contre les tribalismes, c'est une forme de continuation du combat pour la décolonisation, pour faire en sorte que l'horizon d'une humanité commune soit un horizon dégagé vers lequel nous pouvons faire Ubuntu ensemble. Et je me permets juste dans la foulée de préciser, parce que je voulais le dire, mais voilà, on ne peut pas tout dire, mais il faut lire de langue à langue l'hospitalité de la traduction pour voir aussi que vous balayez pas du tout d'un revers de la main
le fait que la langue et la traduction peuvent être des outils de domination. Absolument. Et de violence, et voilà. Moi, je voudrais revenir sur un mot qui a été juste brièvement lâché sans vraiment le définir, c'est l'intraduisible. Parce que, alors en fait, je suis traducteur et j'ai énormément de difficultés avec ce mot que je comprends pas, enfin que je ne comprends pas en tant que traducteur, et que, en fait, pour moi, des mots par exemple comme illisible, je vois ce que c'est, je sais ce qu'on ne peut pas lire, je sais qu'une chose peut être impossible, qu'elle ne peut pas être. Je sais qu'on ne peut pas résister à l'irrésistible, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je ne pourrais pas traduire. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur la traduction. Je le reçois constamment quand on me donne des mots, qu'on me dit « Tiens, toi qui es traducteur, tu peux me traduire ce mot ?» En fait, un traducteur ne traduit jamais des mots, il traduit des idées. Enfin, pour moi, traduire, c'est passer d'une langue à l'autre, mais c'est pas prendre un mot pour un autre, c'est pas... Je vais prendre l'exemple, par exemple, parce que en allemand, il y a le mot Schadenfreude qu'on pourrait traduire par la joie malsaine qu'on éprouve au bonheur, au malheur de l'autre. Et on dit ce mot est intraduisible en français. Ce que je viens de faire, c'est je viens de le traduire précisément en disant que c'est la joie qu'on ne peut pas, qu'on éprouve face au malheur. Donc, j'aimerais comprendre comment vous comprenez ce concept intraduisible qui, pour moi, est fuyant. Et la seule façon que je vois de le définir, c'est de le définir comme un irréductible, dans le sens de ce qui résiste, comme les irréductibles gaulois qui résistent, mais aussi ce qu'on peut réduire, parce que l'intraduisible est souvent ce qui peut être dit en un mot dans une langue et qui demande des efforts beaucoup plus longs dans une autre. Donc moi, dans mon idée, c'est l'intraduisible, c'est ce qu'on ne sait jamais, c'est ce qu'on n'a jamais fini de traduire. Vous venez de trouver exactement la définition de Barbara Cassin. C'est ce qu'elle dit, exactement. Qui dit exactement cela, que l'intraduisible n'est pas ce qu'on ne peut pas traduire, mais ce que l'on ne cesse pas de, entre parenthèses, ne pas traduire. Ça veut dire que l'intraduisible, comme elle dit d'ailleurs aussi, c'est qu'il y a là un symptôme. Et vous venez de donner un excellent exemple. Ce que vous avez fait, ce n'est pas trouver un équivalent de ce mot. Si vous cherchez à avoir des équivalents, mot pour mot, quel est le mot en français correspondant? Eh bien, vous ne le trouverez pas. Et c'est en cela que c'est un intraduisible. Mais il est intraduisible au moment où vous avez constaté que vous n'allez pas avoir un mot pour le traduire et qu'il vous faut, dans les ressources de la langue française dans laquelle vous traduisez le texte allemand, trouver précisément les détours qui vous permettent de rendre cette expression. Cherchez des détours. Le bon traducteur, c'est celui, en effet, qui est en mesure de mobiliser les ressources de la langue cible, de la langue qui reçoit, la langue qui donne hospitalité, comme je dis, et dans ces ressources-là, trouver le moyen de le dire. Et d'ailleurs, j'ajouterai que c'est la différence entre ce que vous faites, monsieur, vous traduisez et vous êtes humain, et l'intelligence artificielle. Parce que vous allez chercher un détour. L'intelligence artificielle, pour l'instant, ce qu'elle connaît, c'est échec ou réussite. J'échoue à trouver un mot équivalent, donc la machine va ou bien vous dire n'importe quoi, parce qu'elle a tendance à le faire, ou bien alors avouer son échec. Tandis que vous allez trouver le détour. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est là que se situe, au fond, la véritable différence entre le traducteur, la traductrice et les traductions qui sont de mieux en mieux effectuées par l'intelligence artificielle. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci Souleymane Bachirdian, merci à vous pour votre présence et votre écoute. Donc dans un instant, la librairie avec Souleymane Bachirdian et puis évidemment ce soir Répétissa et demain, dans la lignée de cet entretien, la table ronde évidemment demain matin, prendre langue, traduire. Merci beaucoup, bonne soirée.